Très attendue, la loi électorale se trouve en chantier à l'Assemblée nationale et modifiée et complétée en 2011. Cette loi va connaître une autre modification. Les débats promettent d'être houleux. Et là, à la hauteur de l'Ansele sur la nationale numéro 1, un ravin béant avance à grands pas. Et si rien n'est fait et que les précipitations s'enchaînent, la route sera coupée en deux. Et comme de tradition, le Conseil des ministres s'est réuni pour la 50e fois sous la direction du Premier ministre en distanciel. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les détails, vous le suivrez à la fin de ce journal avec la ministre de la Culture, Elisa. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Fizi. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Annoncé pour ce vendredi 22 avril, la consultation présidentielle avec les groupes armés n'a pas eu lieu aujourd'hui, les concernés étant pour la plupart bloqués dans leur maquis. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné un expert qui va rester à Nairobi pour écouter ses combattants armés et lui faire rapport avant de prendre son envol pour Kinshasa. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue Kenya, Uhuru Kenyatta, le condensé dans son reportage de Giscard Kosema. Une des résolutions du sommet régional de Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ces consultations sous le leadership de son homologue Uhuru Kenyatta. Désigné justement par ses pairs pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Uhuru s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de reddition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tshisekedi, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde de négociation ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme de DRCS qui définit les limites du tolérable. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son hôte pour son implication dans l'épineuse question sécuritaire en République démocratique du Congo et présenté les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Une convergence de vues sur le vivre ensemble dans le Haut-Katanga, c'est entre frères que ça s'est déroulé autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il a réuni les représentants des provinces du Grand Kasaï et du Grand Katanga pour un échange sans tabou. Pati Tondouan. Conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a lancé ce vendredi 22 avril 2022 les travaux de la table ronde sur la paix et les vivre ensemble la République démocratique du Congo à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Rencontre qui fait suite au conflit entre Katangais et Kasaïens. Devant les sénateurs et députés nationaux comme provinciaux, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniel Asselo Okito et d'autres membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur et notables, le chef de l'exécutif national a rappelé l'hospitalité légendaire de la province du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi, réputée dans les rapprochements des populations. Mentionner qu'au fil du temps, le phénomène des migrations diverses finit toujours par rapprocher des populations à l'origine culturellement éloignée.
dans un même vouloir de vivre ensemble. Et ici, les provinces du Grand Katanga ont toujours constitué des terres d'hospitalité et d'accueil pour des populations des autres contrées de notre pays, du fait principalement de l'économie minière. Et la ville de Lubumbashi, qui abrite ce jour la table ronde, est le symbole de cet esprit d'intégration multiculturelle. Et ceci, bien sûr, après notre capitale, la ville de Kinshasa, qui est la ville la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Lubumbashi-Wantanchi est en effet, sans nul doute, une ville ouverte à l'altérité. Pourtant, depuis quelques années, il y a une tendance à susciter, et ici je vais dire à défaut, malheureusement, une forme de tension intercommunautaire. Tension qui semble être une rumeur par moment, mais pourtant reste une réalité tant que nous restons, en tant que responsables politiques, alertes à tous les échos qui viennent vers nous. Le gouverneur du Haut-Katanga a remercié les participants à ces assises qui visent la paix et l'unité nationale à la République démocratique du Congo. Côté positif des choses, nous nous rendons bien compte que les récentes tensions à Lubumbashi ont eu l'avantage de nous sensibiliser sur les urgences à traiter que nous n'avons peut-être pas souvent regardé comme un problème global. Nous sommes appelés à mettre au point le cadre d'une grande rencontre interprovinciale réunissant les 5 provinces du Grand Kasaï et le 4 du Grand Katanga. Le but consiste à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kasaï vers le Katanga, identifier les causes, définir les conséquences de part et d'autre, poser les actions des solutions en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Avant de mettre l'accent sur les effets nocifs de cette crise intercommunautaire qui constitue un frein pour le développement, pour Jacques Kiaboula Katwe, il faut donc bannir ces fléaux dans toutes les provinces. Et à l'issue de cette rencontre, quelques participants à cette table ronde se sont exprimés au micro de la RTNC. La paix, le vivre ensemble, non-tribalisme, deux concepts qui ont une fois de plus trouvé leur importance dans le quotidien du Congolais de Lubumbashi, qui appelle le communauté kassaïenne et katangaise au calme. Ce que nous voulons est que nous puissions vivre tous ensemble. Dans le 4 langues nationales, si Congolais salue non seulement la venue du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde dans le Haut-Katanga, mais estime que sa présence est un symbole de paix. Kudi kavulambedi wetu wajitunga bwani ifika dienda ili mufika munwe mu province wetu wa Katanga bwani alwa fila kujitalala hakacha bana betu bena Kasai ni bana betu bena Katanga tetu bonso tuli bantu bamwehela biso nyoso tuzaba Kongole tovanda kana kimya hivi. Premier Minister anafika, kile tutamuomba cha kwanza kwa kusema alete kushauri ile ya kusema ituweka fashi moya, tuona namuna ya kuishi fashi moya. Son arrivée ici, ça peut amener quand même la paix. Pour eux, Kassaïens, Katangais, tous sont Congolais. Pour les deux communautés yote mbili ya Katangais Kassaïen, atubakatali tunabapenda sana tukuhabite nabo tu pamoja. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas pour les Katangais, soit les Kassaïens. Chibote tukuba Congolais, atuna ba expatriés. D'un message de paix qui réaffirme la volonté d'un peuple uni pour un Congo uni, fort avec sa diversité, pour faire du pays de Lumumba un Congo fort. Lubumbashi, où les pompes essence vont bientôt reprendre du service, les échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et les pétroliers du Haut-Katanga rassurent. Paté Tondouango.
La distribution des produits pétroliers va reprendre normalement dans la province du Haut-Katanga. Affirmation des opérateurs économiques du secteur pétrolier, membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, extension Haut-Katanga. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge ce vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi, cette délégation a soumis au chef du gouvernement sa préoccupation relative à la pénurie du carburant qui est une situation internationale et les difficultés qu'elle éprouve dans son fonctionnement. Le Premier ministre nous a demandé de voir dans quelle mesure nous pourrons reprendre la distribution en attendant que ces questions puissent être urgemment traitées et discutées dans un comité de conjoncture restreint afin de pouvoir nous donner les réponses idoines et adéquates aux préoccupations qui nous ont été présentées. La situation que nous connaissons, nous l'héritons de la conjoncture internationale. Donc ce n'est pas un problème qui est provoqué ou voulu par le gouvernement. C'est un problème qui nous rattrape, un problème exogène qui nous rattrape en RDC. La population doit être apaisée, donc dès le lundi, la distribution va reprendre, en attendant les réponses qui nous seront données par le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Nous avons eu la promesse de la part de la première autorité du gouvernement. Le gouvernement de la République multiplie des réunions et stratégies pour juguler la crise de la distribution de produits pétroliers sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. L'insécurité a refait surface dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Fizi. Inquiet, le caucus des élus de cette partie du pays est allé voir le chef MG Célestin Mbala-Moussessé, à qui la situation a été exposée. Cédric Kenina. Le territoire des Fizi, dans le Sud Kivu, en proie à l'insécurité. Les caucus des élus de ces coins du pays veulent y mettre un terme. Les échanges avec les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala-Moussessé, ont permis de faire la lumière sur certains actes commis par des éléments armés que le caucus estime incontrôlés et les barrières illégales le long des axes routiers importants de ces coins du pays. Il en a profité pour nous rassurer de toutes les dispositions qui seront prises. D'abord, dans la mesure du possible, essayer de relever cette unité qui n'a pas de commandement dans les territoires de Fizi, mais plutôt à Kalemi. Nous avons dénoncé aussi le nombre de barrières qui existent dans notre territoire et dont l'objectif unique, c'est rançonner la pauvre population qui mène déjà une vie difficile. Rétablir la sécurité dans tout le coin du pays. Les forces armées de la RDC sous le commandement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, sont décidés à mettre fin à toutes les poches résiduelles. Déjà en amont, le député national Freddy Moussanga Kabwe, élu des Fizi, avait formulé une motion d'information dans le sens d'une délocalisation d'une unité des forces navales avant d'établir les responsabilités devant les instances judiciaires compétentes. À la chambre basse du Parlement, les députés nationaux entament le débat général sur la proposition de loi portant révision électorale à l'unanimité. Ils sont tous revenus sur la suppression du seuil électoral au cours de cette plénière conduite par le président Christophe Mbosso Kodiampouanga, Bernard Bodo et Sylvie Moyembo. On signe ce reportage. Seuil électoral, une des innovations apportées parmi tant d'autres sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 1/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales en RDC est revenue en grande partie sur les lèvres des élus du peuple. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, sur les 70 députés nationaux qui se sont inscrits pour prendre parole dans ces débats de la révision de la loi électorale, 20 députés nationaux ont été retenus pour la journée de ce vendredi 22 avril 2022. Dans leurs interventions, ils ont soulevé entre autres la question des suppléances.
Pourquoi seul le premier suppléant devrait remplacer les députés? Question à laquelle la loi devra répondre. Les parents de premier degré doivent également être empêchés d'être suppléants des candidats députés nationaux. Le débat fera couler certainement beaucoup d'encre, mais au finish, une bonne loi sera adoptée. Concernant les députés absentéistes, une commission composée des 15 députés nationaux sera mise en place pour les identifier et examiner au cas par cas. Et pour terminer, le calendrier électoral pour le poste de premier vice-président de cette chambre législative a été rendu public. Elle va du 25 au 27 avril 2022, jour de l'élection. L'Italie a un nouvel ambassadeur en RDC. Il s'agit de Alberto Petragelli. Il a été l'hôte de Modesto Bahati, président du Sénat. Les deux hommes d'État ont porté leur regard sur la diplomatie parlementaire entre Rome et Kinshasa et le processus électoral dans notre pays. Galor Kimpianga. Les relations entre la RDC et l'Italie sont au beau fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de ce pays en RDC a eu une séance de travail avec le président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo. Les deux personnalités ont notamment parlé de la diplomatie parlementaire entre leurs pays respectifs. L'échange d'expériences entre les deux Sénats a été évoqué. Les élections, la situation dans l'est de la RDC étaient également au menu de cette rencontre de prise de contact entre les deux hommes d'État. Arrivé il y a une semaine dans la capitale congolaise, Alberto Petragelli a annoncé l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs et italiens et RD congolais de développer les liens d'affaires pour contribuer à l'avancement de l'économie de deux pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Ça a été une occasion pour un premier échange très possible de coopération entre Italie et République démocratique du Congo, aussi à niveau des échanges intraparlementaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que Son Excellence le Président et les ministres des Affaires étrangères, Son Excellence le Président du Sénat ont eu en Italie l'année passée, en occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les deux pays. Avant de rejoindre Kinshasa, cet ambassadeur était en poste en Albanie. Il a été nommé en RDC à la suite du décès de son prédécesseur, Luca Antonasio, assassiné en février 2021 à Rutshuru, à 15 km de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. 13 provinces sous régime d'intérimaire c'en était trop. Le 6 mai prochain, les députés provinciaux sont appelés aux urnes, du moins ceux des provinces concernées. La rapporteure de la CENI, Patricia Seya, a rendu publique la liste de 107 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, Titi Samba et Hervé Mpouti. En conformité avec le calendrier qu'elle a rendu public en février 2022, la Commission électorale nationale indépendante en a scrupuleusement respecté les prescrits en publiant le 21 avril 2022 la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces à problème. La plénière de la CENI s'est réunie mercredi 20 avril en vue de considérer les arrêts rendus par les différentes cours d'appel. Ces travaux de la plénière se sont poursuivis le jeudi 21 avril et c'est en soirée que la CENI a rendu publique la liste définitive en prévision du vote du 6 mai prochain. Candidat vice-gouverneur. 2. Groupe des 7. Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Candidate gouverneur. Loueka Mataka Martin. Candidat vice-gouverneur. Selon le même calendrier, la CENI va publier les résultats définitifs le 23 mai par la Cour d'appel. Le 28 mai, la centrale électorale procédera à la transmission des dossiers physiques des candidats au président de la République. Si l'on y prend garde, la route nationale numéro 1 à la hauteur du quartier Nkaya dans la commune de Lansele sera carrément rayée de la carte. Des têtes d'érosion y ont élu domicile et menacent la quiétude des habitants. Ils sollicitent l'intervention des autorités compétentes. Tété Bungunja. Occupé par un grand nombre d'habitants, le quartier Nkaya vers Sokoba 2 dans la commune de Lansele est confronté à un sérieux problème d'érosion.
Si rien n'est fait, la route risque d'être coupée en deux et ainsi rendre impraticable la liaison avec les autres quartiers, voire les autres communes de la ville. La route est quasiment partie. En dehors de cette route, de cette partie, il y a encore un autre pont là-bas qui est menacé. Et pourtant, la route ici, il y a un grand monde de ce côté ici. Les cris qu'ils sont en train de lancer là atteindront le chef de l'État. Je connais mon président de la République. C'est un homme qui a un cœur, il a un esprit humanisme. Je sais qu'il va taper la main sur sa table, les gens viendront travailler. Déjà, les occupants du quartier vivent sans eau et sans électricité. Un casse-tête donc pour de nombreuses familles qui habitent ces coins de la ville. Le problème que nous avons, ça fait 5 ans que nous sommes dans les démarches pour obtenir les raccordements en électricité. Et pourtant, lorsque vous suivez les chefs de l'État, ils se promonent nuit et jour. Ils ne cessent de les dire qu'on doit électrifier toute la République. Le courant, c'est un droit. Et autant moins de préciser que cette érosion serait due aux ventes et occupations illicites. Les eaux de pluie ne sachant plus où aller, se déversent sur la chaussée. Dans le Kasaï oriental, le projet Tchilégelou prend lisiblement forme. Les avenues Club Miba, Lumumba ou Dia David sont en plein bétonnage. Même mouvement à Kananga. 9 chantiers sur 18 reçoivent leur couche de bétonnage à la satisfaction du directeur général de l'OVD. Robert Ndaïdji, c'est pour le commentaire. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. La construction et modernisation des routes dans le cadre du projet Tchilégelou qu'exécute avec dextérité l'entreprise Grexet. Ce projet évolue à pas de géant. Le doute a finalement laissé la place à la réjouissance. Au Kasaï oriental, précisément en Mbuji-Mayi, les routes à moderniser pour un total de 25 km sont en pleine réhabilitation. Vue du ciel, voici l'avenue Club Miba, d'une longueur de 2100 mètres. La chaussée en béton armé pour 70% des tronçons est posée. L'assistant principal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Mundela, a visité les voiries en Mbuji-Mayi et félicite par la même occasion les responsables de l'entreprise Grexet pour la qualité de l'ouvrage. Malgré les difficultés en approvisionnement du ciment, les avenues Odia David, Laurent Désiré Kabila, Lumumba et Kalonji, les travaux évoluent très bien. Nous sommes confrontés à un problème réel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 5 000 tonnes de ciment bloquées depuis janvier à Idégo. Donc on a fait des plaidoiries à tous les niveaux, nous n'avons pas toujours la solution. À Kananga, 9 des 18 chantiers ouverts, certaines avenues sont en plein bétonnage. L'avenue Claudel Lubaya, les travaux sont très avancés. Qui aurait cru que l'avenue dispensaire dans la ville de Kananga se transformera? Nous avons apprécié le travail qui est fait dans le cadre de Tchilégelou sur l'avenue dispensaire qui est complètement bétonnée sur 220 mètres et l'entreprise est sur l'avenue de l'hôpital sur lesquels ils sont en train de bétonner et nous pensons que nous pourrons accélérer. Sur les 35 km, nous avons 13 km qui est déjà pris en charge, mais il nous reste 22 km à terminer. Grexet utilise la dernière technologie en bitumage pour donner à la ville de Kananga des routes solides et durables. Cette route, c'était du sable avant. Notre avenue, le travail est bien fait. Je félicite l'entreprise Grexet pour la qualité du travail et le président de la République pour avoir donné aux Kanangais des routes bien construites. La route de l'hôpital, bien connue sous l'appellation du quartier, portant le même nom, a reçu sa couche de bétonnage. La population salue l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bétonnage des routes dans la ville de Kananga. Paix, sécurité et gestion des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, sujet au cœur des discussions entre le ministre de l'Intégration régionale et une délégation du secrétariat exécutif de la CIRGEL. Peu avant, Didier Mazenga a échangé avec le nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville accrédité à Kinshasa sur le projet Pont-Route-Rail, Vital Pagabita. Les groupes armés qui écument la région des Grands Lacs constituent un frein au développement des pays membres. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la CIRGEL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, séjourne à Kinshasa où elle prend langue avec les autorités du pays, ici avec le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzo, et cela autour de la paix
sécurité et gestion de ressources naturelles. Emmanuel Mali Makumba, chef de la délégation CIRGEL. Et il s'agissait d'informer le ministre que nous sommes venus tenir une réunion sur les ressources naturelles sous les auspices de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Continuons notre mandat pour nous rassurer que nous sommes en train de mettre en œuvre notre mandat sur la bonne gouvernance des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. L'objectif de la réunion, c'est de mettre ensemble tous les experts des États membres pour discuter de les groupes armés et l'approvisionnement des ressources naturelles. Auparavant, le patron de l'intégration régionale a échangé avec les nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville, Mamina Cyprien. Au menu, l'évaluation du projet de construction pont-route rail Kinshasa-Brazzaville, tel que convenu par les comités de pilotage mis en place lors de la dernière grande commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo. C'est à l'université de Lubumbashi, plus précisément à la faculté des Polytechniques, que s'est installé le Centre africain d'excellence pour la fabrication des batteries électriques. Et c'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a procédé aujourd'hui au lancement officiel de ce centre. C'est un reportage de la RTNC au Katanga. Les différents partenaires ont signé le document portant création du Centre africain d'excellence pour les batteries électriques en RDC. C'est une première au Congo démocratique qui va, grâce à ce projet, transformer ses propres matières premières sur place et ainsi exporter du produit fini. Et ce, grâce à cette vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient ainsi de matérialiser une recommandation du DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakato, a exprimé sa joie de voir sa province, la terre du cuivre, accueillir ce projet. D'autres intervenants, comme les ministres nationaux des Mines, Antoinette Samba Kalambay, de l'enseignement supérieur, Mouindo Zangui, de la recherche scientifique, José Panda, ou encore les responsables des universités de Lubumbashi, d'Allemagne ou de la Zambie, ont tous salué le leadership du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui va permettre bientôt à un pays africain, en l'occurrence la RDC, de produire des batteries électriques qu'il pourra exporter dans le monde, où le besoin de recourir aux énergies vertes est sans cesse croissant. Pour les patrons de l'industrie en RDC, Julien Paluku Kaungia, il est temps pour la RDC de transformer ses matières brutes. Vision du premier DR des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État, à travers son leadership, a convaincu tous les chefs d'État africains, à travers le DRC Africa Business Forum, que nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production des précurseurs des batteries électriques et demain des voitures électriques ici en République démocratique du Congo. Signalons que le choix du Haut-Katanga pour abriter ce projet a été dicté notamment par les 18 laboratoires de pointe dont dispose l'université de Lubumbashi et qui répondent aux conditions des possibilités de la matérialisation du dit projet. La création des grandes écoles des polytechniques en RDC pour la formation des jeunes à l'ingénierie était au centre des discussions de la 6e journée des matinées scientifiques de l'UDPS. Pour les participants à ces assises, le développement de la RDC passe indubitablement par la formation des ingénieurs pour la transformation de nos matières premières sur place. Alain Bikaï. Il est revenu pour la 2e fois devant ses collègues professeurs et d'autres scientifiques membres de cette structure informée de l'UDPS, cette fois pour démontrer noir sur blanc l'importance de la création des grandes écoles de polytechnique en République démocratique du Congo. Pour le professeur Jean-Marie Béa, ces écoles auront pour mission de former des jeunes surdoués à l'ingénierie. Le développement ou l'industrialisation de la République démocratique du Congo doit être une option du pouvoir public car son décollage passe par les ingénieurs congolais. Il faut juste que le gouvernement se décide de se dire, voilà, dans les 20-30 années qui viennent, nous voulons que la RDC soit un pays émergent. Et c'est là, on peut y arriver si on forme par an 50 à 60 000 ingénieurs dans les 30 années, parce que c'est l'ingénieur qui détient la clé de l'industrialisation d'un pays par l'innovation, par la transformation de toutes nos matières premières, l'énergie. Nous sommes maintenant dans la période de la transition énergétique avec beaucoup de potentialités
Il faut impliquer l'ingénieur congolais dans ces processus de transformation. Ces grandes écoles polytechniques d'ingénierie devront nécessairement être financées en termes de recherche, en termes d'équipement de laboratoire, en termes d'enseignants qui sont recrutés sur le plan national et international. Selon le coordonnateur national, le docteur Soft Mukuna, l'une des missions de son organe est de réfléchir et faire des propositions aux gouvernants. Le développement à la base de 145 territoires reste tributaire de l'agriculture. Le ministre de tutelle Désiré Nzinga était en face des Chevaliers de la Plume. Comment rendre officiel le démarrage des activités de l'agenda de la transformation agricole, gage d'un développement à la base? Les explications avec Marthe Mangazakalala. L'agenda de la transformation agricole est un programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il prend en compte un grand nombre d'aspects en termes de chaîne de valeur, de culture vivrière et pérenne, mais aussi en termes d'infrastructures. Il contribue également à la transformation effective du secteur dans la création des richesses et des emplois. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, un des acteurs majeurs de ce programme, a tenu à éclairer la lanterne. Le gouvernement mettra les moyens qu'il faut pour que cette transformation agricole en RDC soit une réalité. Pendant les 40 années, nous ne sommes nourris que par les maraîchers. Ils préparent leurs semences, ils les plantent, ils récoltent, ils nous nourrissent. Et donc, avec l'ITA, il y aura ce rétablissement de cette fonction des moniteurs agricoles. Les moniteurs agricoles, c'est des gens qui font la promiscuité avec la base, avec les agriculteurs. Et nous espérons qu'avec leur expertise, qu'ils vont descendre vraiment vers les petits agriculteurs pour enfin leur dire ce qu'il faut et que s'il y a quelque chose qui leur manque, qu'on leur apporte cela. En ce qui concerne les actions qui seront menées, Dr Zoumana Bamba, représentant résident ITA RDC, a déclaré que les actions à impact rapide seront menées durant la première phase du programme, comprise entre 2022 et 2023, en vue de relancer la filière sémencière du manioc, du maïs, du riz et du soja. L'objectif était de rendre officiel le démarrage des activités de ATA RDC et promouvoir la vision d'une agriculture commerciale auprès de l'opinion publique. Un ouvrage sur l'autopsie de la gestion de la RDC depuis son indépendance jusqu'à ce jour fait son entrée dans nos bibliothèques. À travers ce livre, son auteur, le professeur Frédéric Nyoka, propose des pistes de solutions pour la gouvernance actuelle et future. Les détails avec Joseph Oscar Balkaïch. À ton baptême social, en souhaitant une bonne lecture à tous les scientifiques. Je voudrais que tu puisses apporter le progrès et la prospérité dans la gestion et la gouvernance des institutions dans notre pays. Cet ouvrage portait sur le fonds baptismaux intitulé « L'aménagement de l'espace congolais, bilan des 60 ans de gestion d'un pays-continent et pistes pour la géogouvernance et le développement territorial durable de la RDC » fait une autopsie sans complaisance de la gestion de la Respublica depuis l'indépendance. Son auteur, le professeur ordinaire attaché à l'Université pédagogique nationale UPEN, Frédéric Mozart Nyoka Mumpangila, a épinglé les causes de ce qu'il qualifie de désastres dans la gestion des affaires de l'État. Dans la foulée, le professeur Frédéric Nyoka a relevé l'impréparation des cadres congolais à l'accession du pays à l'indépendance, l'orientation sélective et intéressée des investissements et la continuation de l'économie de prédation. Des pistes, des solutions ont été préconisées, c'est notamment l'amélioration de la gouvernance grâce aux politiques publiques appropriées. Le tout se résume à la bonne gouvernance des institutions. Mais j'ai demandé à ce que ceux qui en feront l'usage puissent faire un effort pour mettre en application les propositions que j'ai présentées. Une vente publique a été organisée séance tenante, suivie des dédicaces de l'auteur. Une façon de dire bon vent à l'ouvrage. Le civisme fiscal, attitude et pratique de contribuables au centre des impôts de Matadi, tel est l'intitulé du mémoire défendu ce vendredi à l'université de Kinshasa par le chef de travaux Joseph Bongondo Bokambwa. Regardez.
Ça y est, il a obtenu son diplôme d'études spécialisées avec la mention distinction, comme l'a souligné le président du jury. Lui, c'est le chef des travaux Bongondo Bakamboa Joseph. Ce, après 2 heures de défense de son mémoire devant un jury composé d'éminents, un professeur Joseph Bongondo a épicé sa préparation avec enthousiasme et abnégation. Un travail parti d'un constat, comme il est dit lui-même. La motivation première, c'est que c'est le comportement déviant des contribuables et qui nous ont poussés à se poser beaucoup de questions. Pourquoi ces comportements déviants? Pourquoi les contribuables ne respectent pas des obligations fiscales? Nous avons voulu apporter notre contribution quant à ça. Nous avons voulu savoir les vraies causes dans le contexte congolais et le contexte du centre des impôts de Matadi. Après avoir eu les résultats de cette étude, après avoir les analysés, nous pensons avoir atteint notre objectif, avoir compris l'attitude des contribuables du centre des impôts de Matadi et également les causes qui sont à la base de leur comportement déviant. Pour les présidents du jury, le thème choisi par les récipiendaires était un problème réel de la société et le fisc est une question d'actualité en République démocratique du Congo, d'où son importance capitale. Parmi les recommandations arrêtées, le chef des travaux Bongondo a épinglé l'amélioration de la conjoncture économique et fiscale, l'instauration de la culture du civisme fiscal dans l'enseignement, le changement des mentalités des contribuables, l'impôt étant un facteur de développement. Rendons-nous au Sénégal où l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a eu des échanges d'expériences avec les structures sénégalaises de la sous-traitance. La délégation congolaise conduite par le directeur général Ahmed Kalej a également effectué plusieurs visites, question de s'imprégner de leur fonctionnement. Mira Ndeke nous en parle. C'est dans les soucis de bénéficier des expériences des autres États dans le secteur de la sous-traitance que le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, accompagné de quelques experts, a effectué cette mission au Sénégal du 4 au 14 avril 2022. Dans son entretien avec son homologue sénégalais, le DG Mamadou Sow de la Bourse nationale de sous-traitants et du partenariat, le DG de l'ARSP, Ahmed Kalej Kand, a dressé le tableau historique de la création de cet organe congolais de régulation ARSP qui part de la volonté du législateur congolais de réserver l'exclusivité de marché de sous-traitance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, contrairement à l'époque où les investissements importants étaient réalisés en RDC par le multinational. Pour le DG de l'ARSP, la promulgation de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé vient remédier à cette sorte de discrimination à l'endroit de PME congolaises exclues du marché de sous-traitance autrefois. Dans un autre décor, la partie congolaise en mission au Sénégal était allée échanger avec le secrétaire général au commerce et au PME sur les instruments à mettre en place pour le développement de PME. Mission marathon pour le DG de l'ARSP Ahmed Kalej Kand, à la tête de son équipe, a visité également une entreprise sous-traitance technique industrie, question d'expérimenter le fonctionnement dans la sous-traitance. Il s'en est suivi une séance de travail avec le Comité national des suivis et du contenu local du Sénégal, CNSCL, ayant pour objectif d'atteindre 50% du contenu local et la création d'emplois locaux dans les secteurs pétroliers et de gaz. Dans la même optique, le bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal en matière de renforcement de capacité des entreprises a été visité. Cette mission très bénéfique pour la RDC par le biais de l'ARSP a été sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord de collaboration entre l'ARSP et le bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal. Les deux parties se sont convenues sur le maintien de cette étroite collaboration en matière de la sous-traitance. Rendons-nous au Congo-Brazzaville où les femmes commerçantes de la RDC vivant dans ce pays d'accueil sont appelées au respect de lois de ce pays dans l'exercice de leurs activités commerciales. L'exhortation vient de l'ambassadeur de la RDC en poste à Brazzaville, Christophe Mouzongo, Nicole Cessé-Ploka. L'honneur et la fierté de la République démocratique du Congo dépendra de notre comportement. C'est en ces termes que l'ambassadeur de la RDC s'est adressé aux femmes commerçantes congolaises qui ont choisi la République du Congo comme seconde patrie. C'est dans une ambiance électrique que Maître Christophe Mouzongo a été accueilli par ses
compatriotes qui exercent des activités commerciales à Brazzaville. Dans son mot des circonstances, l'ambassadeur Christophe Muzungu leur a demandé non seulement d'être en règle avec l'administration du Congo-Brazzaville, leur pays d'accueil, mais aussi et surtout d'avoir un comportement digne et responsable, car elles seront respectées à partir de leur comportement, a-t-il souligné. Nous tous, nous venons de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays étranger. L'honneur de la RDC dépendra de notre comportement. Si nous nous comportons très mal, cela aura des effets négatifs sur l'image de notre pays à l'étranger. En bon père des familles, l'ambassadeur Christophe Muzungu a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remis une enveloppe à la Ligue des femmes commerçantes de la République démocratique du Congo à Brazzaville, que dirige Madame Frida Nzei. Revenons sur le lancement du Centre africain d'excellence pour la fabrication des batteries électriques en République démocratique du Congo. Le fonds de promotion de l'industrie qui était présent à Lubumbashi à cette cérémonie a rassuré qu'il va accorder en urgence un financement pour matérialiser ce projet, annonce faite par son directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga à la fin de cette cérémonie. Eric Kabamba. Après plus d'une semaine de travail des experts de facultés des polytechniques des différentes universités dans la RDC et la Zambie, le Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries en République démocratique du Congo vient d'être lancé. Officiellement, c'est vendredi. Impliqué dans ces grands projets, le Fonds de promotion de l'industrie FBI va accorder un financement dans l'urgence, annonce faite par son directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga, présent au cours de cette cérémonie. Nous sommes le bras séculier du gouvernement. Et nous avons aussi pour mission principale de pouvoir matérialiser le plan directeur de l'industrialisation de la RDC. Nous sommes à la disposition maintenant des chercheurs que voilà, qui nous amènent leur business plan. C'est d'une de nos missions, intervenir dans le financement de la recherche appliquée. Ici, il y a la recherche pour l'industrie de la batterie, qui est une solution innovante pour les futurs. Donc pour nous, nous devons appuyer le centre de recherche. Nous allons analyser ce projet et avec une rapidité, nous devons intervenir. Une assurance qui a réjoui le ministre de Recherche scientifique, José Panda, qui a milité pour le financement de projets des chercheurs de la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi, qui héberge ces centres africains d'excellence. Et ce communiqué nécrologique, consécutivement au communiqué rendu public le 9 avril 2022, le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature portent à la connaissance des membres des institutions de la République, des magistrats, des avocats et autres professionnels du droit, ainsi qu'à l'opinion nationale que les cérémonies des hommages officiels et de l'audience solennelle et publique de la Cour pour feu Mungulu Tapangane Polycarpe, juge à la Cour constitutionnelle, procureur général de la République émérite et sénateur honoraire, auront lieu ce samedi 23 avril 2022 dans l'enceinte du Palais du Peuple à 11h. Fait à Kinshasa le 22 avril 2022, Dieudonné Kalouba-Dibois, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Ne zappez pas, juste après ce journal, restez sur nos antennes. Vous suivrez l'intégralité de la 50e réunion du Conseil des ministres présidée en distanciel par le Premier ministre. Le compte rendu vous sera fait par la ministre de la Culture et des Arts. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à Karawa, au sud d'Ubangui. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur nos antennes et excellent début de week-end à toutes et à tous.